Salut tout le monde. Quatrième épisode du Salon des médecins. Aujourd'hui, vous remarquez peut-être, là, je suis pas dans mon bureau comme à mon habitude, une journée de congé. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas filmé d'intro pour le quatrième épisode avec Mathieu Lafontaine. Donc voici. Mathieu est un ami à moi. On s'est rencontrés pendant nos études en médecine. Puis il est devenu médecin de famille avec une spécialité en gériatrie. Donc, son parcours est vraiment le fun. Je pense que vous allez aimer écouter l'histoire. Puis après ça, on parle d'intelligence artificielle, un sujet quand même assez chaud ces jours-ci. Donc, c'est aussi là, une belle discussion qu'on a. Et puis, j'ai hâte que vous écoutez ça. Fait que, sans plus attendre, ma discussion avec Mathieu Lafontaine. Bon. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Lafontaine ou Lafontaine-Godbout, je sais pas. J'utilise les deux. Euh, Mathieu est un ami à moi, qu'on se connaît depuis les premières journées de nos études prédoctorales en médecine. Maintenant rendu médecin de famille avec un intérêt en soins aux personnes âgées ou en gériatrie. On va parler un peu de ça aujourd'hui. Mhm. Mais tu sais, avant de parler un peu plus, toi, parle-nous un peu de toi, d'où tu viens, qu'est-ce que ton parcours académique. OK. Ben, en fait, comme toi, Marc-Emile, je viens des Maritimes. Je suis originaire de l'île du Prince-Édouard, moi. J'ai grandi là depuis que je suis tout petit. J'ai fait tout mon parcours dans une petite école francophone à Charlottetown. Puis quand est venu le temps de décider d'aller en médecine, ben j'ai comme un peu hésité à faire mon DSS puis aller au Newbie faire ça à Moncton. Puis finalement, j'ai transigé pour aller faire mon cégep au Québec. Puis donc j'ai fait comme 2 ans de cégep, mes 2 années de cégep au Québec. Euh, Puis après ça, une fois que ça s'était fait, ben, j'ai appliqué à Sherbrooke, puis j'ai fait mon cours à Sherbrooke. Euh, T'as fait ton cégep où? J'ai fait mon cégep en Outaouais. Ok. Mes parents ils avaient migré vers l'île parce qu'ils travaillaient pour le fédéral, puis mon père était revenu en Outaouais, à Ottawa. Donc c'est pour ça j'avais comme lui il m'avait convaincu, il dit ben viens donc faire ça en Outaouais. Puis il avait trouvé un cégep le fun qui était comme un petit cégep intéressant. Puis ça me faisait une belle transition pour passer du système des maritimes au système québécois, qui est quand même assez différent, là. Ouais. Je te mentirais pas, j'avais un peu de rattrapage de maths puis d'affaires comme ça à faire. Puis de français. Ouais. Puis après ça, dans le fond, ouais. Après ça, je suis venu faire mon cours à Sherbrooke. J'ai fait mon prédoc à Sherbrooke. Puis après ça, j'ai fait ma résidence en médecine de famille au Lac-Saint-Jean. J'avais été de passage là-bas pendant l'externat, puis j'étais tombé en amour avec ce petit coin-là. Puis en fait, honnêtement, j'aurais quasiment pu rester là-bas, là. Puis je l'ai fait à Alma. Puis après ça, je suis revenu ici, finalement faire ma troisième année de résidence en soins aux personnes âgées à l'Institut de gériatrie à Sherbrooke. Puis je me suis fait offrir un poste ici, puis par Marcel Arcan, qui était le collègue de Régent Hébert qui avait écrit le petit Arcan, puis le précis de gériatrie, puis c'était une trop belle offre de travailler dans un centre spécialisé en personnes âgées, faire de l'enseignement. Donc j'ai dit oui tout de suite. Ça nous remonte à quelle année? J'ai commencé à pratiquer en 2012. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à travailler en 2012. Ok. Puis depuis ce temps-là, t'es encore essentiellement au même endroit. Ouais, mon travail clinique a changé avec le temps par rapport à ce que j'avais été engagé. Je veux dire, j'avais été engagé pour faire... j'ai une mixité de pratiques, là. Je fais deux types de pratiques principalement. Je fais de la médecine de gériatrie active, qui maintenant s'occupe principalement de la réadaptation de personnes âgées qui ont fait des AVC, des fractures et compagnie. Je travaillais dans une URFI. Puis l'autre volet de ma pratique qui est de travailler en CHSLD. Puis c'est là que ça a changé, que je te dirais pour le plus, c'est qu'avec le temps, j'ai développé
par la force des choses, un dada dans la gestion des symptômes comportementaux psychologiques en lien avec la démence, là, les troubles graves du comportement. J'ai développé comme un peu un dada avec ça, là. Ça occupe pas mal beaucoup de mon temps, je te dirais, tant sur le plan euh, de, de clinique, là, où je m'occupe une bonne partie de notre patientèle, puis aussi sur le plan gestion co-médicale pour l'Estrie, là, de dresser des trajectoires pour cette clientèle-là, améliorer l'accès et compagnie, là. OK. Fait que la pratique a tranquillement changé, migré vers quelque chose d'autre, mais essentiellement, ça reste quand même des soins de personnes âgées. C'est tout des personnes âgées, effectivement. Effectivement. Puis, y a-tu quelque chose qui t'a cliqué pour t'amener là? Tu sais, c'est quand même une orientation. Je te dirais que, ouais, j'ai comme, je peux nommer comme deux, trois moments dans mon parcours qui m'ont fait orienter vers les soins de personnes âgées. En première année de médecine, j'avais eu un patron, ben, en fait, un prof en neuro, Serge Brazo, qui est prof, qui est un gériatre à l'Institut de gériatrie encore, qui m'avait vraiment comme euh, transmis un peu une flamme pour la gériatrie. C'était un homme passionné qui adorait ce qu'il faisait, puis tu voyais qu'il en mangeait, puis c'était vraiment un bon prof. Puis déjà, ça m'avait un peu chicoté. Puis quand je l'ai recroisé dans mon parcours, ça c'était en première, quand je l'ai recroisé en troisième année, quand on faisait des suivis de patients longitudinaux en gériatrie, je l'avais vu interagir avec des patients, puis j'étais comme, waouh, ça c'est vraiment une manière d'aborder un patient de manière très complète, très en détail, mais en même temps très humain, très centré dans le moment présent avec le patient qui est en train de se détériorer, veut pas, puis qui est en train de vivre une espèce de multitude de comorbidités concomitantes, puis genre comme, puis j'aimais vraiment la manière qui abordait les patients gériatriques, qui sont une patientèle qui sont vraiment comme, tu sais, sont tous dans leur vulnérabilité, puis ont plein de vécu, puis ont plein de choses à nous conter, là. Donc, on sentait qu'ils étaient vraiment avec eux. Donc, ça m'avait un peu, première vraiment coup de foudre. Puis le deuxième coup de foudre, c'était quand j'étais à Alma, en fait. J'étais à l'unité de gériatrie active là-bas. Puis il y avait un infirmier qui était incroyable. Puis il était pas beaucoup plus vieux que moi. Puis écoute, tous les matins, il faisait danser les dames après leur avoir, tu sais, après qu'ils aient déjeuné, en sortant de faire l'hygiène, il faisait tourner, je bougeais avec eux, ils rigolaient, puis tu sais, tout le monde était de bonne humeur, puis c'était comme une médecine qui, malgré tout, tu sais, c'est du monde malade, c'était positif, puis c'était chouette, puis donc lui, comme j'ai vraiment aimé ça, puis après ça, j'ai rencontré mes premiers patients qui avaient la maladie de Parkinson, qui est une maladie affreuse, mais qui est une maladie très intéressante à traiter, puis que quand tu réussis à comprendre comment soigner cette maladie-là, comme beaucoup de choses en gériatrie, puis probablement plein de choses en médecine, mais quand tu réussis à comprendre des nuances qui font que finalement, la barrière est moins grande que je pensais, parce que je m'appuie sur des fondements assez forts, je suis capable de bien soigner puis de faire une différence. Donc là, tu sais, comme on dirait que là, après avoir comme été exposé à cette première patiente-là, euh, ça m'a comme ouvert la porte, puis j'ai dit, c'est ça, je m'en fais. Puis c'est tout de suite après, j'ai écrit. En fait, c'est assez drôle, là, j'ai écrit. Je suis revenu à Sherbrooke pour un week-end, puis je t'ai arrêté le lundi voir la responsable des stages ici, la responsable du R3 qui était une fille à la faculté, puis j'ai dit, j'entre dans votre bureau parce que j'aimerais ça faire un R3, puis elle dit, pourquoi tu viens me voir? Je dis, parce que votre nom est sur le document qu'il faut que je... Puis il y avait pas personne qui était venu depuis un bout de temps en soins personnes âgées, depuis, apparemment, là. Donc, on a un peu rouvert le bal, j'ai un peu rouvert le bal, puis après ça, Marie-Pierre Villemur, aussi est embarquée, puis là, finalement, là, on était trois qui voulaient venir, il y avait juste deux places, il a fallu faire, Suzanne Gosselin, ma boss, a fini par être le sous-ministre pour faire et développer une place de plus. Que ça a été Puis finalement, on est tous, il y en a une qui s'est désistée, mais on est tous rentrés, puis ça a ouvert trois places, ce qui a été utile parce qu'après ça, je pense que juste eu 2 années depuis ce temps-là qu'on n'a pas de résidents qui sont là, puis on en a eu des années de 3 résidents. Puis tu sais, notre programme, il a pris son envol un peu plus, là, on dirait, là. C'est quand même Ouais, donc je te incroyable. dirais que Fait que, bref, je te elle se souvenait même plus qu'il y avait un programme, genre, là, non, elle savait pas quand qu'elle elle était est comme, pourquoi arrivée. tu me vois, je dis, votre nom est sur le pamphlet. Puis c'est à l'époque où il y avait des pamphlets, là. Donc, ouais. C'est bon. Puis, un peu segway là-dedans aussi, là, tu sais,
au niveau familial, je Ouais. présume qu'il y a peut-être un certain lien avec Sherbrooke aussi. Peux-tu... Ben, en fait, c'est ça, c'est un bon point. Tu sais, je veux dire, une des choses aussi qui avait fait que comme, qui m'a motivé aussi, en plus de venir faire ma troisième année, c'était que ma copine, ma conjointe, la mère de mes enfants, elle était, euh, elle était à Sherbrooke en train de faire sa résidence en anesthésie, là. Donc, c'est certain que me rapprocher d'elle, alors que ça faisait 2 ans qu'on était séparés par comme 450 kilomètres, dont le parc. Je veux dire, c'était comme, on avait hâte de pouvoir se retrouver. Donc là, finalement, ça, c'était comme un bon incitatif en plus, là. Donc, euh, ouais, donc, ouais. Mais finalement, je veux dire, après ça, je ne savais pas qu'est-ce qui allait en venir, mais c'est certain que rester ici, ça a été un. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux d'avoir pu rester ici, là. Je me verrais nulle part d'autre que travailler à l'Institut de gériatrie à Sherbrooke, là. c'est bon. Puis, dans le même ordre d'idée, les enfants, Ouais, euh, ben, sont on venus quand a. dans tout ça? Nos enfants sont venus pendant. Ma conjointe a fini sa résidence, fait 1 an de pratique. Elle est partie en fellow. Je l'ai accompagnée. C'était comme un peu une entente que j'avais avec mon service que, à un moment donné, j'allais partir. On voulait, puis que j'allais l'accompagner dans son fellow qu'elle a fait à Montpellier, en France. Puis, vers la fin de son fellow, elle est tombée enceinte. Puis, on est revenu au deuxième trimestre, là, puis après ça, ouais. Donc, notre fille est née en 2017. 2017, Puis mon gars, 2019. 2017, 2019. Toi, c'est entre les deux, là. Ouais, c'est ça. Puis comment, tu sais, juste un peu dans le même ordre d'idée, parce qu'à ce moment-là, ben, tu commençais ta pratique ou tu commençais à avoir un certain air d'aller dans ta pratique, là. Moi, je me souviens de beaucoup de nuits pas très longues et un peu difficiles. Est-ce que, Ouais. est-ce que ça a eu, tu penses, un impact un peu dans ta trajectoire ou est-ce que tu penses que ça t'a ralenti un peu dans certaines, tu sais? Oui puis non. En fait, je te dirais oui pour certaines choses, parce que c'était quand même une période fatigante. Au moins, j'étais un peu plus jeune à cette époque-là. Mais je réfléchis à ta question. Je suis pas convaincu que ça m'a vraiment ralenti. En fait, ce qui a comme été comme un concours de circonstances aussi, c'est que pendant cette période-là, on est un petit service. On a tous été quasiment engagés en même temps. Donc, on a j'ai plein de mes collègues qui sont aussi passés en congé de maternité pendant cette période-là. Donc, on s'est quand même retrouvé avec des périodes où on était très peu de joueurs Mhm. alors que j'avais des jeunes enfants. Ça a été quasiment un peu, ça a été un peu tough. Mais, parallèlement, sur le plan, professionnel, clinique, ouais, j'avais commencé à prendre mon envol, mais ce qui a vraiment mené à ce que je prenne mon envol, je te dirais sur tout ce qui est la gestion des troubles de comportement, qui est une des choses que j'aime vraiment beaucoup faire dans ma pratique, c'est parallèlement en revenant, il y avait eu des enjeux dans nos unités, puis j'ai pu m'impliquer dans plein d'affaires de gestion. Puis probablement que le fait que tout se passait en même temps, qu'il y avait des mouvements, ça a coordonné tout ça. Puis je pense, moi, ma vie familiale a toujours été une chose, tu sais, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, puis j'ai le travail. C'est certain qu'il y a une partie il y a des affaires qui me trottent en tête parce que j'aime ça. Je vais brasser des idées à la maison, mais j'essaie d'être habituellement dans le moment présent avec ma gang. Puis la fin de semaine, habituellement, je suis bon pour déconnecter, là. Parfait. T'es impliqué pas mal dans bien des affaires, tant au niveau personnel qu'académique. Moi, au niveau académique, je t'ai vu une couple de fois en formation continue. Ouais. Est-ce que ça t'a amené là aussi? Ben ça, c'est aussi en fait, en en 2016, j'ai commencé à travailler pour le Centre de formation continue de l'Université de Sherbrooke, au comité aviseur, qui est dans le fond un regroupement de médecins qui travaillent pour l'Estrie pour développer de la formation continue. Puis ça se fait par l'intermédiaire de l'Université de Sherbrooke. Puis j'ai commencé à travailler là. Puis j'ai commencé à organiser des congrès. Puis pendant cette période-là, il y a eu plein de retraites ou plein de départs de notre comité. Donc, je me suis retrouvé à faire vraiment beaucoup de congrès pour eux autres. Donc, puis moi, j'aimais ça. C'était le fun, en fait, de faire organiser la formation continue. C'est la meilleure manière d'avoir la formation que tu vas avoir parce que en quelque sorte, il y a un petit biais qui est orienté vers, ah ben ça m'intéresse. Tu sais, je vais te proposer des sondages d'intérêt. Puis finalement, comme de fait, ah, il y a d'autres mondes aussi. Puis finalement, donc, j'ai commencé à faire de ça.
ça m'a amené en fait aussi à faire de la formation continue pour le FMOQ, parce que les FMOQ sont venus je me suis fait repêcher par là-bas aussi. Donc j'ai commencé à organiser des congrès pour la FMOQ, puis j'en Ouais. organise seulement à peu près un par année, puis un ou deux congrès pour le centre de formation continue par année aussi, là. Donc ouais, ça j'en fais pas mal, c'est devenu, mais ça ouais, ça j'aime vraiment ça, faire ça, c'est stimulant, c'est le fun. Tu rencontres plein de monde. Ouais. D'autres choses? Ça fait quand même Euh, beaucoup. Ouais, des fois il manque un peu de temps, là. Mais Ouais. sur le plan académique, à part ça, ben, je veux dire, on se voit toi puis moi ensemble des fois dans les ateliers de gestion. Mhm. Euh, ce que j'enseigne à la faculté, c'est surtout ça au prédoc, c'est les ateliers de gestion. Puis je donne aussi des ARP plus pour la plus pour les étudiants plus avancés dans leur parcours, les fins deuxième, début troisième. Cette année, j'ai donné pour la première fois euh, les, euh, les ateliers des problèmes d'IPM, là, donc de l'introduction à la pratique médicale, là. Dans le fond, c'est vraiment les premiers problèmes pour les premières années de médecine. C'était vraiment un contraste avec les fins premières, les fins que je voyais, la gang plus tard que je voyais, puis j'ai adoré ça, là. Donc j'enseigne ça, j'enseigne des ateliers, ouais, je te dirais, puis aux résidents tout le temps, là. C'est bon. Des journées bien remplies finalement. Ouais, Puis aussi, on a déjà parlé, mais bon, on va faire un switch, là, mais Segway. techno IA en médecine. Mhm. Fait que ça Ouais. fait longtemps, toi aussi, t'es un peu comme moi, là, un gars de bébelle, Ben, c'est toi qui m'as fait acheter mon premier Mac. Ouais, c'est vrai. Mais C'est vrai. Il y a plusieurs années. en 2005. Euh, Ça nous date un peu. Ouais. Euh, L'IA, je trouve que va prendre une place vraiment importante dans les prochaines années, dans les pratiques de tout le monde. C'est pas tout le monde qui réalise à quel point ça s'en vient vite sur nous. Est-ce que tu peux nous donner une petite idée de toi, ta vision un peu des choses par rapport à ça? Tu veux ma version apocalyptique ou tu veux ma version juste le fun? Un mix des deux? Euh, En fait, je te dirais que ma vision pour l'IA, c'est que ça a comme changé complètement moi la manière que moi je pratique. J'adore, je veux dire, je pourrais pas vivre sans l'utiliser maintenant tellement je l'ai intégré là. Que ce soit ChatGPT il y a quelques années, je me souviens quand j'ai entendu parler de ChatGPT la première fois, ça commençait à faire les manchettes, puis je veux dire, ça a comme déjà là, tu sais, comme tu commences à travailler ça, puis avoir avoir ben, quelque chose, une entité, en tout cas autre, qui t'aide à réfléchir, puis avec qui tu peux lancer des idées, ça a déjà comme changé beaucoup la manière que je travaille. Puis continuellement, honnêtement, il n'y a pas une journée qui passe depuis ce temps-là, pratiquement, que je suis pas en train de travailler avec ChatGPT à un moment donné. Est-ce que je vais toujours rester avec ChatGPT? Ça, c'est une autre question parce que je me questionne par rapport à cette entité-là. Mhm. Mais ben, pour les valeurs de la compagnie. Mais tu sais, moi, je trouve que ça a changé la manière que je réfléchis parce que même avant que ça fasse sa percée dans le domaine médical, déjà, c'était intéressant de travailler avec ça, puis de lancer des idées, puis de réfléchir. Je me souviens la première fois que je me suis servi de ChatGPT pour un diagnostic, puis je fais jamais ça. Je pense que je l'ai fait une fois. En fait, c'est la seule fois que je l'ai fait. Je me souviens plus d'un nom d'un diagnostic qui était relativement nouveau. Puis j'ai listé la symptomatologie classique. J'ai dit, il me semble que quand tu as tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme, c'est une triade qui devrait donner ça. Puis il m'a dit, ah oui, tu parles de telle affaire. Puis j'étais comme, my God, ça va. Si quand ça va se mettre dans le domaine médical, ça va vraiment comme se mettre à changer le monde, là. Puis là, je trouve que on n'est pas encore à l'étape où on commence à l'être à l'étape où ça va commencer à influencer les diagnostics. Pour l'instant, ça a surtout influencé la manière, je te dirais la manière qu'on travaille, qui est dans le fond l'opérationnel de, tu sais, avec les scribes, c'est vraiment intéressant pour pouvoir accélérer la cadence à laquelle on voit les patients, probablement en bureau. Moi, personnellement, ça n'a pas changé la cadence à laquelle que je vois les patients parce que en gériatrie, c'est jamais particulièrement vite. C'est pas une clientèle qui est ultra rapide de toute façon. Euh, mais ça a amélioré beaucoup la tenue de dossier que j'ai parce que souvent on fait des choses expéditives. Là, à la fin, je fais juste dicter une note pendant que je dis que la note, je commence à faire mes autres prescriptions, mes affaires. Là, j'ai gagné vraiment beaucoup en efficacité. Puis je trouve que c'est malade comment ça fait. Puis je donne des ateliers pour le collège des médecins, ça je l'avais pas dit non plus là. Puis sur la tenue de dossier. Puis moi, je veux dire, avec ces scribes-là, moi, j'ai réussi à avoir une tenue de dossier qui est maintenant à la hauteur de ce que je veux.
Donc, pour moi, ça a vraiment changé la donne. Puis là, je te dirais que la chose la plus nouvelle qui est pour moi comme vraiment remarquable, c'est OpenAI. Pas OpenAI, excuse-moi, c'est Open Evidence, qui est vraiment comme game changer. Je veux dire, tu as une question très pointue, puis tu poses une question médicale, ça va te chercher de l'information, ça te laisse toutes les références qui sont toutes des références très, très connues. Puis tu sais, tu peux aller valider quelques informations, mais ça aide quand même beaucoup à réfléchir, puis ça aide à guider vraiment les soins qu'on va donner à nos patients. Puis ça enlève pas, ça nous enlève pas nous, parce qu'il faut encore contre-vérifier des informations. Ça m'arrive des fois de donner d'avoir des informations. Je suis comme ça, me semble que c'est un peu, c'est souvent sur la bonne ligne, mais des fois, il me semble que la trajectoire est un petit peu shiftée trop d'un bord que de l'autre, là. Mhm. Donc, faut leur questionner. Mais tu sais, c'est quand même prometteur. Pour moi, ma perception de où est-ce qu'on se dirige, ben, je ne sais pas à quelle vitesse ça va nous remplacer. J'aime beaucoup la citation, puis je la cite à peu près une fois par semaine, de un des profs de l'école où vont nos enfants. Euh, Monsieur Jérémy, il dit toujours ChatGPT va pas prendre ta job, mais quelqu'un qui utilise ChatGPT va prendre ta job. Puis, tu sais, je pense que c'est ça. Là où je pense qu'il faut qu'on se rende compte à l'évidence, c'est que si on le monde qui ne commence pas à l'utiliser rapidement, puis qui tarde à l'utiliser, vont ultimement en ressortir perdant de cette technologie-là. Parce que c'est inévitable que ça va prendre de plus en plus de place dans toutes nos vies, là. Je veux dire, je veux dire, là, en ce moment, on est quand même juste à la base de l'intelligence artificielle avec, je veux dire, de l'intelligence artificielle comme qui est capable de générer de l'information, puis créer quelque chose d'assez basique, puis de faire des recherches assez, somme toute, simplistes, mais un peu plus structurées dans de la matière déjà connue. À partir du moment où on va se retrouver avec une super intelligence, on va être complètement ailleurs. Puis là, tu sais, c'est ça, moi, c'est ça que là, c'est là qu'on rentre dans la version un petit peu apocalyptique, là, que je sais pas qu'est-ce que ça va donner, ça. C'est très difficile à prédire. Ben, justement, il y a des grands penseurs qui s'y attardent Mhm. jour après jour, là, donc on ne sait pas trop, mais je suis d'accord avec un peu la vision qu'il va falloir qu'on apprenne à travailler avec, puis de penser qu'on peut faire sans. Moi, personnellement, je pense on est déjà passé ça. Tu sais, the cat is out of the box, là. Ouais, exact. On- il y a plus façon de retourner en arrière. Euh, mais il y a des façons plus efficaces que d'autres de l'utiliser, évidemment. Là. Mhm. Euh, Toi, juste pour nous donner une petite idée, peux-tu décrire vite vite comment est-ce que tu utilises les scribes dans ta pratique? Ouais. Ben, classiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir un patient. En fait, Ouais. disons que j'ai une admission qui rentre en, en réadaptation. Habituellement, il y a un parcours d'hospice qui est assez, des fois tumultueux. Tu sais, il y a plusieurs choses qui sont passées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon script. Moi, j'utilise Plume, mais ça pourrait être Curwy, ça pourrait être n'importe quel, là. Mhm. Puis, je vais prendre Plume, je vais dicter à Plume. Je vais refaire ma révision de dossier carrément avec le script. Puis, tout ce que je vois, je le dis. Puis après ça, une fois que j'ai fini de faire toute ma révision de dossier, parce qu'avant, je faisais le papier, puis je me prenais des notes, puis après ça, j'essayais de l'organiser pour que ça soit logique. Là, le script, l'avantage qu'il y a, c'est que je peux y arracher des affaires, puis il va le réorganiser en chronologie. Donc là, c'est un peu plus facile pour ça. Une fois que ça c'est fait, je vais aller voir mon patient, je vais passer mon temps avec sans mon script. Je vais aller voir mon patient, je vais passer le temps avec, je vais poser des questions, je vais l'examiner. Puis après ça, je vais revenir, je vais me faire une thèse sur le patient. Des fois, je vais régénérer une première note juste pour reviser ce que je m'étais dit. Maintenant, la beauté aussi, c'est que tu sais, tu peux régénérer, puis là, il va te faire une première version, puis là, tu vas pouvoir bonifier dessus. Je vais bonifier ma version, je vais écrire toutes mes impressions diagnostiques. Après ça, je vais la copier, je vais la mettre dedans mon système pour l'imprimer. Parce que nous, on fonctionne encore avec impression. J'ai hâte qu'on soit capable de mettre dans un système numérique, là, mais là, je vais la mettre pour l'imprimer, je vais modifier mes trucs, je l'imprime, puis c'est fait. Habituellement, c'est ça. Puis après ça, tous mes suivis sont comme ça. Je te dirais que j'écris peut-être 5% de notes encore à la main. OK. Fait que ça a pas mal changé versus il y Puis a 5 ans, c'est plus pas toute la même game. Là.
versus il y a un an. Il y a un an passé, est-ce que tu dictais des notes Je dictais mes versus... feuilles, ben ouais, je dictais mes feuilles sommaires. Je pense que je t'en avais même déjà envoyé. Mais Ouais, vas-y. puis je dictais mes feuilles sommaires de congé d'hôpital. Puis c'était une transcriptionniste. Puis honnêtement, la qualité de ce que fait la transcriptionniste, c'est meilleur encore à ce jour. Puis pas mal. Mais ça se rattrape. Puis l'affaire qui est intéressante avec l'IA, c'est que il y a deux entités qui travaillent ensemble maintenant. C'est pas juste, faut le voir comme ça. C'est que moi, j'apprends de l'IA comme l'IA apprend de moi. Puis, moi, j'apprends comment parler à cette interface-là de manière beaucoup plus, je commence à dialoguer. Puis c'est là aussi où je dis, faut pas trop prendre de retard parce qu'on apprend à dialoguer avec ces technologies-là. Puis je vois du monde je me sais plus qui je parlais l'autre jour, puis il disait, moi, j'arrive pas à avoir des réponses à ça. Puis je dis, ben, tout dépend de la manière que tu formules ta question. On est encore au stade, en tout cas du moins pour l'instant, où la formulation de la question, ou la formulation de l'information que tu vas aller chercher, ou la demande que tu vas faire, influence encore beaucoup la réponse que tu vas avoir. Oui, effectivement, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent par rapport quand le monde a des problématiques avec des systèmes d'intelligence artificielle ou des LLMs, c'est que ben, la réponse, ça vaut pas la peine, mais c'est parce que les questions qui sont posées ressemblent à ce que quelqu'un poserait comme question, par exemple, à Google, alors que c'est pas comme ça que c'est fait, c'est pas comme ça que c'est designé. Fait que, tu sais, ce que tu mets comme input va avoir un plus grand impact sur l'output que tu as en intelligence artificielle que dans d'autres Parce systèmes. qu'il faut pas que tu dises que tu vas aller chercher, comme par exemple, disons qu'on sort de la médecine, disons que tu ne vas pas dire que tu vas aller chercher un manuel. Tu veux, tu veux dire que tu veux chercher un problème. Tu sais, comme l'autre jour, j'ai installé des routers chez nous. Puis, genre, après avoir installé les routers, j'étais plus capable de faire fonctionner mon système de Sonos, d'haut-parleurs. Puis, j'ai passé 2 avant-midi complètes à relire les affaires, des threads sur Reddit, puis genre plein d'affaires pour voir comment y arriver. Puis, écoute, j'en ai essayé des affaires, puis habituellement, en mode troubleshooting, je suis pas pire. Puis, j'arrivais juste pas. Puis là, j'ai dit, je lance, j'allume ChatGPT, je dis, écoute, j'ai tel routeur chez nous, j'ai tel Sonos chez nous, j'ai telle affaire comme chez nous. Voici ce que je possède. Ou admettons que je possède ça, parce que des fois, je suis un petit peu mal à l'aise de dire ce que j'ai. Puis, admettons, genre, tu sais, puis genre, comme, puis là, je dis, là, voici ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mon blocage est là, et voici à tel niveau où ça ne fonctionne pas. As-tu des idées? Puis c'est ça qui est vraiment souvent payant aussi pour l'IA, c'est de dire, as-tu des idées? As-tu des pistes de solutions? Parce que puis c'est là, on dirait que ça va générer beaucoup d'affaires. Puis là, ça m'a sorti un troubleshooting guide, puis de 10 étapes, puis à la deuxième, on avait réglé le problème, tu sais. C'est ça. Exactement ça. Je pense que c'est ça. Ça va changer pas mal comment on va faire les choses en médecine. Ça va prendre de l'adaptation beaucoup des médecins comme tels. C'est un peu comme tu disais, ça change un peu le flow de la façon que tu fais certaines choses, certaines étapes, alors que ça fait une dizaine d'années qu'on fait la même affaire ou la même recette, mais là, ça prend comme euh, un petit, c'est ça, des petites différences, des ajustements, de l'adaptation, puis c'est pas tout le temps facile, euh, mais on n'aura pas le choix. Non. Parce que, on continue de se faire enlever beaucoup de ressources, hein, tout bord, tout Ah, côté. Ça ne cesse pas et je crois pas que ça va cesser. Et les avantages qu'on a, du moins pour l'instant, à mon avis, en intelligence artificielle, c'est que les systèmes sont malgré tout abordables. pour l'instant, en tout Donc, cas. on peut, pour l'instant, c'est ça, mais on peut se permettre d'avoir, de reprendre un certain contrôle à cause de ça. Euh, donc, ça donne un peu de lumière au bout du tunnel dans la situation actuelle, je trouve. Je suis d'accord avec toi, parce que, tu sais, en fait, moi, ce que je le vois, c'est qu'on a, un des problèmes, c'est la main-d'œuvre. On a moins de main-d'œuvre qu'on avait avant. C'est comme, dans les ressources qu'on a le moins, c'est souvent ça, tu sais. Personnellement, en tout cas, moi, c'est celle que je vis au quotidien. Donc, tu sais, forcément que si on parle de main-d'œuvre, si on parle d'affaires, il va falloir, l'IA va pouvoir amener une partie de la solution à la notion de la main-d'œuvre. Comme ça, la main-d'œuvre qu'on va avoir, qui va rester, va pouvoir être utilisée comme il faut. Moi, c'est une des choses positives que je vois de ça. Ouais. Tu sais, moi, je peux.
faire maintenant du travail quand je fais des affaires de gestion. J'ai comme un assistant personnel je vais y garrocher plein d'idées, puis je vais dire, travaille sur un texte qui va pouvoir faire ça. Puis pendant ce temps-là, moi, je vais faire d'autres choses pendant qu'il est en train de générer ça. C'est comme si je parle en geek, là, mais c'est comme si je venais d'avoir un autre core qui venait d'être installé avec moi, là, tu sais. Genre, j'ai comme une autre partie de moi qui est en train d'opérer sur quelque chose pendant que moi, je fais d'autres choses. C'est là que ça va changer. Comme ça, tu vas, mais en ce moment, c'est tout du travail intellectuel, tu sais. C'est tout du travail il y a rien de, comme de trop matériel, de concret qu'on fait, là. C'est tout, c'est dans un espace virtuel, là. Le fun. C'est excitant pareil. On va avoir Hmm. des années intéressantes en avant de nous. Écoute, ça fait un bon tour. Dernier mot de la fin, là. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes médecins qui commencent? Hmm. En lien avec, Ouais. pas nécessairement l'IA, mais en général, ou peut-être pas. Ouais. Ben, tu sais, depuis que j'ai commencé à pratiquer, il y a toujours eu des comme moments où j'étais comme, my God, la vie va plus être pareille, ça va tout changer, tout va. Puis finalement, ouais, il y a des choses qui changent, puis c'est pas toujours pour le mieux, mais souvent, il y a comme, on on a, on a une capacité impressionnante de faire d'avoir de la résilience, puis on réussit toujours à trouver des nouvelles manières. Puis là, on traverse, on se le mentira pas, une période un petit peu difficile, là, mais, mais je pense que ultimement, ça va se replacer. Puis je pense on va retrouver un autre équilibre. Il faut juste qu'on retrouve c'est quoi l'équilibre. Puis je pense qu'on est à un turning point sociétaire aussi, où il va y avoir plein de choses qui vont bouger. Pour les nouveaux médecins, je dirais que la bonne chose, c'est que les soins aux patients, ce qui fait qu'on est là, ce qui fait qu'on aime notre travail, c'est de faire une différence auprès de quelqu'un, c'est d'aider les gens. Puis ça va toujours rester, là. Genre, ça va pas partir du jour au lendemain, quelqu'un qui va prendre soin d'un autre. Puis moi, ultimement quand que tout va plus, puis quand que je suis un peu découragé de la gestion, je suis découragé des affaires qui fonctionnent pas. Je me remets, puis je retourne sur un étage, je fais de la clinique. C'est là que je retrouve mon sourire parce que je suis en train de placoter avec une dame de 80 ans qui me conte une histoire, qui me parle de telle affaire, puis que ça me fait sourire, puis que je prends du temps, puis que, tu sais, on ricane ensemble, puis c'est ça, là. C'est ultimement, on travaille avec des gens, puis c'est ça qui fait le. Moi, en tout cas, moi, c'est toujours ça qui me ramène un sourire au visage, puis que je reviens au poste, puis je suis en train d'écrire une note. Puis je l'écris plus, là, je l'abdique, là. Mais que je reviens au poste, puis je ricane, je repense à quelque chose qu'elle m'a dit, puis après ça, je trouve des manières de d'essayer de régler ses problèmes, hein. Merci de t'être prêté au jeu. Ça C'est fait bien plaisir. apprécié. Merci de m'avoir T'as pas invité. eu grand choix non plus, mais bon, c'est pas Non, grave. ben un peu, un peu. Ah oui, ben oui. Merci. Bonne journée. All right, merci, salut. Ouais. Merci tout le monde d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Toutes les plateformes sont disponibles, YouTube, Apple Podcast et Spotify. Je suis bien ouvert au feedback. J'essaie de m'améliorer. C'est pas si facile que ça, cette histoire-là, mais je m'amuse. Donc, n'hésitez pas, envoyez-moi un email. Puis on se reparle dans quelques jours.